Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 30 juillet 2022. Alors, je vais encore vous parler de cette fameuse bibliothèque de 4000 Curiosa. Et il y a Gabriel K. qui s'interrogeait en commentaire, en note de bas d'écran, du fait que peut-être eût-il mieux valu que cette bibliothèque soit conservée en l'état, qu'elle ne soit pas morcelée et dispersée. Il faut que vous sachiez que la propriétaire, l'héritière, donc, l'avait proposé à une institution universitaire et qu'il lui avait demandé d'envoyer la liste de 4000 livres, que j'ai, en fait, que je pourrais peut-être, si vous jugiez que ça a de l'intérêt, que je mette en note de bas d'écran pour pérenniser, au fond, cette... Ouais, peut-être que je vais le faire. Enfin, je vais voir les réactions. Si vous êtes un ou deux à me dire « Oui, oui, quelle excellente idée », je vais voir si techniquement, oui, techniquement, sans doute, c'est tout à fait faisable. Mais ça a plusieurs pages et c'est un logiciel. C'est pas un logiciel, c'est un fichier qui est quand même assez lourd. 4000 titres, mais c'est impeccablement répertorié. Alors oui, il était un professionnel de très haut niveau. Il a atteint de très hautes fonctions dans la fonction publique grâce à sa compétence, grâce à sa diligence, grâce à sa maîtrise de la langue écrite et parlée, sans doute. Car dans beaucoup de livres, on y retrouve son autographe et on retrouve également l'endroit où il les a achetés. Et dans certains cas, c'est à Paris. Alors, visiblement, c'est un amoureux de la France. Et, et les livres achetés à Paris, c'est écrit sur la page de garde, Paris. Et l'endroit et le prix qu'il les a achetés. Alors oui, Marianne a proposé à une institution universitaire de se porter elle les offrait. Elle s'est offerte d'offrir cette collection complète. L'institution universitaire a mis, après avoir examiné la fameuse liste, a mis un certain nombre de temps avant de répondre par la négative. Et j'ai beaucoup entendu de ces histoires de bons, d'importants collectionneurs qui se proposaient d'offrir leur bibliothèque à des institutions universitaires. Jadis, il y a plusieurs années, en fait peut-être il y a une quinzaine d'années, les institutions consentaient à, si la bibliothèque pouvait être jugée d'importance, consentaient à procéder à une évaluation, soit par le biais de leurs propres bibliothécaires, experts, ou encore par des experts indépendants, c'est-à-dire des libraires comme ceux de ma confrérie, la confrérie de la librairie ancienne du Québec, confrérie auquel j'appartiens. Alors oui, mais c'est des frais, c'est des frais assez importants, mais si on juge qu'une bibliothèque qui peut valoir 200 000 $, 300 000 et une institution paie 1 500 $ pour avoir un aperçu non exhaustif de la valeur de la bibliothèque du collectionneur, c'est peut-être pas cher payé. Mais depuis quelques années, tout en étant très frileux quant à l'acceptation de dons, il demande aussi que cette évaluation soit faite par le donateur. Alors bien souvent, le donateur qui offre pour des milliers de dollars de livres, des dizaines et parfois davantage, va juger que ça peut être assez inconvenant d'avoir à payer pour offrir quelque chose. Mais il y a un autre phénomène aussi,
c'est que souvent, si la bibliothèque est d'une réelle importance, l'institution peut offrir ce qu'on appelle des reçus d'impôts, ce qui permet, l'année de la donation, de payer moins d'impôts pour le donateur. Le donateur aura moins d'impôts à payer. Mais pour payer moins d'impôts, il faudra peut-être aussi qu'il inclue l'évaluation même de la dite bibliothèque. Tant et si bien que c'est assez rare finalement que les dons se rendent dans les institutions. Mais il y a d'autres raisons aussi. Il y a des raisons, ceux qui ont à gérer ou ceux qui ont à évaluer les livres au sein d'une institution universitaire, par exemple, ont une tâche de travail X, ont un espace Y, et de recevoir des dons de l'extérieur qui ne font pas partie de leur attribution de tâche, ça empêche de faire leur véritable travail. Et bien souvent aussi, les murs d'une bibliothèque, quelle qu'elle soit, ne sont pas extensibles à l'infini. Alors il y a des voûtes, il y a des sous-sols, il y a des endroits où parfois les dons acceptés peuvent mettre des années, sinon des décennies avant d'être traités correctement et avant de se retrouver sur les rayons. De la même manière qu'un grand collectionneur montréalais de Cocteau a eu beaucoup de difficultés à offrir aussi sa bibliothèque, qui était l'une probablement des plus importantes bibliothèques consacrées à Jean Cocteau. Il a eu beaucoup de difficultés. Ma mémoire ici me fait défaut. Est-ce qu'il a réussi? Je ne suis pas convaincu. Mais il me semble que oui, au terme de... Un autre professeur d'université très important, qui a pris sa retraite déjà depuis un bon moment, qui était un 17e et qui avait collectionné des ouvrages assez rares et assez anciens sur le siècle qui l'intéressait, a voulu offrir également sa bibliothèque à son alma mater, c'est-à-dire l'Université de Montréal, et il me racontait, courroucé, qu'il n'avait jamais eu d'accusé de réception de son université. Alors, tant et si bien qu'il l'a offert à une autre université au Québec. Alors, des histoires comme celle-ci, les rapports entre les libraires, les collectionneurs et les institutions sont parfois des rapports assez acrimonieux, d'incompréhension mutuelle. Je sais que ma confrérie, par exemple, à chaque année, nous avons notre salon du livre ancien à l'Université Concordia et nous envoyons un certain nombre de bibliothécaires liés à des institutions universitaires dans le domaine des livres rares ou anciens. Et c'est tout à fait le petit nombre qui nous rend visite lors de notre salon du livre ancien, qui se tient toujours le samedi et le dimanche. Or, ce sont des fonctionnaires. Le samedi et le dimanche, ils ne travaillent pas et on ne les voit pas, en fait, sauf un ou deux de temps à autre. Alors, c'est une source pour nous, libraires d'occasion et d'anciens, surtout anciens et de livres rares. On a des relations difficiles, en fait, avec les institutions. Voilà. Alors, tout ça pour dire, pour répondre à la question de Gabriel K., oui, cette bibliothèque-là, celle qui l'a héritée, avait en tête de ne pas la démanteler et de la garder intacte et de la pérenniser en l'offrant à une institution. Et puis finalement, c'est moi qui est apparu. Et j'ai cru comprendre aussi, par divers échos, je vous disais que certaines librairies n'ont pas de section Curiosa ou Erotica. C'est que j'ai cru comprendre, c'est que ça se vendait très mal. Alors, pourquoi ça se vend mal? Il y aurait sans doute un paquet de théories qu'on pourrait établir. Alors, vous pourriez me dire, oui, j'ai fait de mauvaises affaires. Mais le plaisir, le très vif plaisir que j'ai eu à évaluer
cette bibliothèque est très largement compensée. Peut-être les gains anticipés ne seront peut-être pas au rendez-vous, mais ce n'est pas si grave. Le contentement intellectuel, la découverte de dizaines d'auteurs. D'ailleurs, je pense que je peux me permettre de vous annoncer que le mois d'août au complet, ce doux mois d'août, sera consacré à la littérature érotique. Alors, on va finir pas les derniers feux de l'été, ni les derniers feux de l'amour, mais sans doute cet été en train de peu à peu entrer dans sa maturité, eh bien, va jeter ses derniers feux, ou en fait ses premiers derniers feux, si je peux dire, avec des auteurs licencieux, des autrices aussi. Je vais essayer de faire l'équilibre entre les unes et les autres. Alors oui, j'ai quand même gardé en fait, plusieurs dizaines d'ouvrages. J'ai gardé tous les ouvrages que j'ai trouvés, publiés en format poche, donc ça n'a pas une grande valeur, de la collection que dirigeait Jean-Jacques Pauvert dans la maison d'édition la Musardine. Alors, j'ai gardé tout ça, il doit y avoir une bonne 30 ou 40 titres. Je vais piger, entre autres, dans ces titres-là. Mais il y a d'autres auteurs aussi, dans des maisons d'édition plus obscures. Mais je vais vous montrer ce soir, pour conclure cette petite vidéo. Demain aussi, sans doute, ce sera une autre petite vidéo. Fin de cycle, hein, on pourrait dire comme ça. Mais Thanatos, sur le plan mondial, est toujours aux commandes. Si dans ma vie personnelle, il tend à s'estomper et à s'esquiver par les coulisses, et il faut bien le dire que sur le plan mondial, la situation se corse, se tend. Et oui, peut-être que, comme le dit Gabriel K., peut-être que la fin du monde pourrait être une bien triste fin du monde. Mais avec cette guerre en Ukraine, avec la crise économique qui prend de l'ampleur, avec les dérèglements climatiques qui sont de plus en plus évidents pour tout le monde, sans compter aussi tout le déni, tous les complotistes, on a l'impression que d'une certaine manière, une bonne partie de nos concitoyens sont en train de perdre la boule. Alors, je vais vous montrer quand même 3 documents que je conserve pour ma propre bibliothèque. Alors, celui-ci, que je vous montre. Alors, on le voit comme ça. Ça paraît pas trop, à part qu'évidemment, on reconnaît bien que c'est un X de couleur rose, mais quand on le retourne et on regarde la 4e de couverture, qu'est-ce qu'on y lit? On y lit Eros au secret, l'enfer de la bibliothèque, et c'est, va sans dire, l'enfer de la Bibliothèque nationale de France. Alors, c'est un ouvrage à la fois savant de tout ce qu'il possède, en fait, les ouvrages les plus importants, les plus licencieux. C'est un catalogue, tenez. Vous voyez un peu la tenue. C'est à la fois un ouvrage savant, un ouvrage d'érudition. Tenez. C'est Michel Houellebecq qui disait qu'au fond, pour revenir sur la pornographie industrielle, que la technologie, pour vendre de la pornographie, était vraiment très créative. Et que peut-être les meilleurs ingénieurs technologiques cybernétiques offraient de pures merveilles en matière pornographie industrielle.
Alors, tous les pays sont représentés, tous les continents, les livres érotiques illustrés, japonais, chinois. Alors, je ne sais pas si mon ami René reconnaîtra cette image, sans doute que oui. Alors, un ouvrage de référence qui va trouver... alors là, il y a un chapitre complet consacré à Bataille, qui était lui-même bibliothécaire, à la bibliothèque municipale d'Orléans. Yann Moix, d'ailleurs, le plus récent livre, ou peut-être n'est-ce pas son plus récent, qui est très intéressant, Orléans, à partir de la fameuse armoire où Georges Bataille conservait les livres les plus inquiétants. Et le titre d'Orléans peut supposer aussi la pucelle d'Orléans, peut supposer, en fait, rien de particulier, mais c'est de Bataille, entre autres, dont il est question dans le livre de Yann Moix, qui est un bon écrivain, mais c'est un bon écrivain qui, je pense, comme beaucoup d'écrivains, aurait intérêt à ne pas être vu, ni entendu. Et les écrivains, ce qu'on leur demande, c'est d'écrire des livres, non, peut-être pas nécessairement d'en parler, ou de parler de sujets généraux. Alors ici, ce qu'on y trouve, ce que je vais vous montrer, c'est le catalogue de la bibliothèque de vente de chez Christie's, en 2 tomes, la bibliothèque érotique de Gérard Nordman. Et lui, c'était vraiment un collectionneur de pointe. Ça, je vais vous montrer. Attendez, je vous montre d'abord le livre. Ça, c'est le tome 1. Les catalogues chez Christie's sont absolument bien faits. C'est extraordinaire. C'est des œuvres d'art en soi. Alors ça, c'est probablement Sade. Ben oui, Sade. Tenez. Il y a plusieurs années, à Montréal, il y a peut-être une quinzaine d'années, peut-être davantage, c'est tenu à l'Hôtel des Encans une vente qui a été très courue dans le monde de la bibliophilie. Étonnamment, celle de Jean Leduc, qui était professeur de littérature à l'UQAM, mais qui était un spécialiste du Marquis de Sade, vous voyez l'enchaînement d'idées, et qui avait une fort bonne bibliothèque avec des éditions originales du Divin Marquis, ce qui est assez étonnant à Montréal. Et ces ouvrages, il s'en était porté acquéreur lors d'un long séjour à Paris, où il avait remporté un très important prix de musique classique, le piano. Et Jean Leduc, un personnage assez sulfureux, assez contesté dans le monde à la fois littéraire et à la fois dans le monde académique. Donc, c'était un de mes confrères, François Côté, pour ne pas le nommer, qui avait organisé cette vente, qui avait rapporté pas mal d'argent, très étonnamment, mais des libraires de Toronto s'étaient amenés afin de se porter acquéreur d'une partie. Bon, les ouvrages de Sade ont fini par quitter la province, je présume bien. Ils sont allés dans une autre province. Et Jean Leduc, donc, je vous montre un livre qu'il a publié ici dans cette maison d'édition, ce qui est La Pensée universelle, qui est un truc pseudo-maison d'édition. C'est un truc, en fait, à compte d'auteur. Et je vais, au cours de cette séquence, je sais qu'à moins que je contacte mon confrère François Côté en lui disant « Je veux consacrer une vidéo à cette vente organisée par toi des ouvrages de Jean Leduc, des ouvrages ayant appartenu à Jean Leduc, et que je pourrais vous montrer et je pourrais vous parler de ce catalogue de vente que j'ai à quelque part. Mais c'est impossible de le retrouver. C'est absolument impossible. Alors, non, mais je vais revenir. Au cours du mois d'août, je vais vous parler de Jean Leduc. C'est certain.
Alors là, j'ai montré le premier tome. Je vais vous montrer maintenant le deuxième. Et cette vente, elle s'est tenue le jeudi 14 et vendredi 15 décembre 2006. Alors on imagine sans peine, quelques semaines avant Noël, les beaux cadeaux sous le sapin. Alors c'est assez impressionnant ça. On dirait que ça ressemble à un dessin de Mata. Ouais, ou c'est Picasso. Ouais, c'est plutôt Picasso, tenez. Envoyer le genre d'ouvrage. Évidemment, pour un libraire, ce sont des... Alors, troisième session, lot 404 à 567, vendredi 15 décembre à 14h30. Alors, c'est assez précis. Encore Picasso. Tenez. Alors voilà, oui, voilà ce qu'on trouvait dans la bibliothèque de Michel, des catalogues de vente. Sans doute, bon, il n'avait pas les moyens, sans le dénigrer, il n'avait pas les moyens d'acheter une édition originale, numérotée, signée par Picasso. Mais sans doute, ça devait le faire sacrément rêver, ce catalogue, ces deux catalogues d'exposition. Assurément, assurément, assurément. À demain.